Parlons un petit peu des langages de programmation pour essayer de comprendre pourquoi il y en a autant. Alors nous, les programmeurs, nous avons besoin de donner des ordres aux ordinateurs, sauf que la langue que l'on parle nous, par exemple ici je vous parle en français, elle est absolument incompréhensible par l'ordinateur parce que lui, il parle du binaire. Vous avez peut-être déjà entendu parler du binaire, c'est 1 et c'est 0 qui représentent le courant qui passe ou qui passe pas sur les ordinateurs. Mais surtout, si on comprend comment fonctionnent ces 1 et ces 0, on peut exprimer des ordres à l'ordinateur. De toute façon, on n'a pas le choix, il n'y a que comme ça qu'il les comprend. Sauf que nous, les humains, on les comprend pas trop. Alors on les comprend si, parce que c'est nous qui les avons inventés, mais c'est très compliqué à traduire, c'est très fastidieux, c'est source d'erreur, et donc généralement on n'aime pas trop, on essaie d'éviter. Les premiers programmeurs, eux, ils n'avaient pas le choix, ils étaient obligés de créer des programmes en binaire, et une fois que vous avez écrit tous les ordres en binaire, vous avez ce qu'on appelle un exécutable. Si vous êtes sous Windows, peut-être que vous avez déjà entendu parler du terme un exe. Est-ce que tu peux lancer l'exé pour parler d'une application? Mais un exécutable, c'est ça, c'est un fichier qui contient des ordres écrits en binaire. Donc l'ordinateur, il parle que ça, nous on parle que nos langages humains, il va falloir trouver un moyen de communiquer avec lui. Donc soit on apprend le binaire, on écrit tout en binaire, soit on trouve des moyens intermédiaires d'y arriver parce que justement c'est assez fastidieux. Alors les premiers, ils n'avaient pas le choix, mais très rapidement, ils se sont rendus compte que dans le code binaire qu'ils écrivaient, il y a certaines choses qui revenaient assez souvent. Imaginez que vous vouliez afficher un message à l'écran, et bien peut-être que ce code-là, ça correspond au code qui pourrait afficher un message à l'écran. Alors en vrai, ça serait beaucoup plus long que ça, mais là, c'est juste un exemple. Et on se rend compte que dans un programme, on va le faire assez souvent. Vous voyez, j'ai exactement la même chose ici et là. Dans ce long binaire, j'ai deux choses qui reviennent. Et peut-être que les parties que vous voyez ici, elles ont été répétées à un autre endroit du programme. Donc on se rend compte que chaque chose que l'on fait en binaire, on pourrait l'associer à un mot-clé. Par exemple, on pourrait dire que ça correspond à la commande print. Et une fois que vous avez inventé assez de mots-clés, que vous les avez associés au code binaire qui correspond à ces actions pour l'ordinateur, eh bien vous pouvez arrêter de coder en binaire et vous prenez un fichier, vous écrivez les commandes print et autres les unes en dessous des autres, et après, il va falloir le retraduire en binaire. Et ça, c'est ce qu'on appelle un langage de programmation. C'est un langage qui est de plus haut niveau, qui va être plus proche de nous, qui va utiliser des mots-clés qu'on aura choisis, et ensuite on trouve un moyen de retraduire ce langage en code binaire que la machine comprend, mais nous, entre-temps, on aura écrit dans un langage qui est plus simple pour nous. Alors des langages, il y en a eu des tas qui se sont succédés, mais je vais vous parler des principaux langages ici. Les premiers véritables langages qui devaient être appris par des développeurs pour créer des applications, on appelle ça de l'assembleur. L'assembleur, c'est un langage qui est inventé par les fabricants des processeurs. Chaque fabricant de processeurs va fournir pour les développeurs un langage spécifique à son architecture de processeur, avec un ensemble de mots-clés, des caractéristiques particulières à respecter pour que le processeur comprenne les instructions qu'on lui donne. Et avec ce langage, il existe un petit logiciel qui va traduire le code que vous aurez écrit dans ce langage assembleur vers le code binaire que le processeur pourra comprendre. Donc ce que vous fournit justement ce fabricant de processeurs, c'est un cours, une documentation sur le langage qu'il faut utiliser, l'ensemble des mots-clés et comment on les utilise, et un petit logiciel qui va traduire toutes les commandes que vous avez écrites et qui respectent les conventions en code binaire que comprendra la machine. C'est un langage de plus haut niveau que le binaire, mais c'est pas vraiment du haut niveau. On voit d'ailleurs qu'on est assez loin de notre être humain dans mon schéma. On voit que je suis encore en bas de ma pyramide. Mais l'idée, c'est que c'était déjà plus simple que du binaire, mais c'est encore assez compliqué pour nous. Et l'assembleur, il a aussi un autre problème, c'est qu'il n'y a pas un seul assembleur, il en existe plusieurs. Puisque c'est le fabricant du processeur qui va créer le langage, si vous avez plusieurs processeurs, ou en tout cas plusieurs architectures de processeurs, vous aurez plusieurs versions de l'assembleur. Un développeur qui voudrait faire une application qui tournerait sur plusieurs types de processeurs différents devrait la coder plusieurs fois ou coder plusieurs parties plusieurs fois, ce qui est très fastidieux et pas très pratique pour lui. Mais en tout cas, avant, on n'avait pas le choix, c'était les premiers langages et c'était déjà beaucoup mieux que du binaire. Il y a eu d'autres langages de plus haut niveau que l'assembleur, mais un des langages qui s'est vraiment imposé par rapport aux autres, parce qu'il avait une caractéristique qui était vraiment très pratique, c'est qu'il était multi-architecture, c'est le langage C. Le langage C, il est capable de gérer plusieurs architectures de processeurs. Donc même si vous avez plusieurs marques différentes de processeurs, vous avez un seul langage C et vous ne vous préoccupez plus du processeur. Vous écrivez dans un langage qui est considéré comme étant un langage de haut niveau, en tout cas à l'époque où il est sorti, et qui permet de faire des applications très évoluées en un seul langage. Et ensuite, la traduction qu'on avait pour l'assembleur, eh bien vous avez une traduction qui part du C vers chacun des assembleurs existants, ce qui permet pour le programmeur de coder une seule fois. Après, même s'il le traduit 3 fois, c'est pas lui qui le traduit, c'est un logiciel qui prend son code et qui crée du binaire. Donc finalement, même s'il lance 3 fois le logiciel, enfin qu'il lance 3 logiciels différents, c'est pas grave, du moment que lui il code une seule fois, parce que la partie compliquée, c'est pas la traduction, c'est la partie de développement. Donc c'est beaucoup plus simple pour le programmeur.
Et le langage C, c'est un langage très utilisé, c'est un langage qui est ancien, mais qui est encore très utilisé à l'heure actuelle. Par exemple, si vous utilisez des objets connectés, des drones, une box internet, votre ordinateur, la plupart des systèmes que vous utilisez à l'heure actuelle ont énormément de code en C à l'intérieur pour les faire fonctionner. Parce que c'est un langage qui donne des très bonnes performances et qui est relativement facile à utiliser. L'étape suivante après le C, peut-être que vous avez entendu parler aussi, ça s'appelle le C++. C'est un langage qui est basé sur le C, mais qui rajoute en plus les notions de programmation orientée objet. Je ne vais pas rentrer en détail sur ce que c'est, mais ça vous permet d'organiser nos projets de façon beaucoup plus structurée et ça simplifie énormément la gestion des gros projets. Donc même si on peut coder des OS entiers en C, et il y a beaucoup d'OS qui ont été faits en C, le C++ rend les choses plus simples pour le programmeur parce qu'il va pouvoir s'organiser dans ses projets pour structurer un petit peu sa pensée et son application et ça rend les choses plus simples sur des gros projets. Donc on voit qu'on commence à monter, à avoir des langages qui sont plus simples pour nous les programmeurs. On n'est pas encore arrivé à un langage où on lui parle en français et il comprend ce qu'on veut lui dire, mais déjà on commence à avoir des langages qui nous permettent de créer des applications très complexes qui ensuite seront traduites en binaire pour que l'ordinateur puisse le comprendre. Pour vous donner des exemples d'applications faites en C++, la plupart des OS actuels, des systèmes d'exploitation comme Windows ou macOS, ont énormément de code en C++ à l'intérieur, mais c'est aussi le langage le plus utilisé pour les jeux vidéo. N'importe quel jeu vidéo auquel vous avez joué au cours des dernières années, il est fort probable en tout cas qu'il ait été codé avec ce langage. L'étape suivante, ça a été les langages comme le Java ou le C#. Ils sont arrivés dans les années 90, si je ne me trompe pas. Ce sont des langages qui ont vraiment changé la donne pour les programmeurs. Ce sont des langages beaucoup plus simples pour nous. En termes de syntaxe, ils sont assez similaires au C++, mais ils vont gérer pour nous un point très important qui est la gestion de l'allocation mémoire. Encore une fois, je ne vais pas rentrer en détail, mais il faut que vous compreniez que c'est beaucoup plus simple pour nous quand on n'a pas à gérer la mémoire de l'ordinateur que quand on a à la gérer. Et c'est pour ça que je trace un trait entre ces deux, parce que même si ce sont des langages qui sont très utilisés à l'heure actuelle, le C et le C++, on ne les utilise pas pour les mêmes choses que le Java et le C#. Le Java et le C# sont des langages qui sont très simples pour nous, mais qui sont un petit peu moins performants pour la machine, parce que justement, tout ce que nous, on n'a pas envie de le gérer, comme la mémoire et l'allocation mémoire, eh bien, il faut bien que quelqu'un le gère, et ça va être l'ordinateur qui va le gérer pour nous. Donc, ce sont des langages qui sont beaucoup plus simples pour les développeurs, qui permettent de développer beaucoup plus rapidement, mais qui seront moins performants à l'exécution. Et c'est pour ça qu'en général, on n'a pas de jeux vidéo codés en Java ou en C#, mais par contre, on a des applications de comptabilité, de développement, des applications de bureautique. Il vaut mieux les coder souvent en Java et en C# plutôt qu'en C++, parce qu'on va développer beaucoup plus rapidement, on n'a pas besoin de performances folles dans ces langages-là, alors que si on a besoin d'un jeu vidéo, on va plutôt s'orienter vers le C++, qui est un langage de plus bas niveau et qui va offrir des performances beaucoup plus élevées, mais ça sera un petit peu plus compliqué pour le développeur. Ces langages, le Java, le C#, le C++ et le C, ils sont très utilisés à l'heure actuelle. Même si certains d'entre eux existent depuis de nombreuses années, ils sont encore très utilisés. Ce sont des langages qui dominent le marché du développement. Mais ça n'empêche pas de sortir des nouveaux langages qui sont encore plus simples pour nous. Depuis quelques années, il sort des langages que l'on pourrait caractériser de modernes comme le Swift ou le Kotlin, qui sont des langages qui ont analysé 20 ou 30 ans de développement dans les technologies que l'on voit en dessous, et qui ont essayé de trouver quelles étaient les sources de bugs les plus communes qu'on avait dans ces langages-là, quelles étaient les erreurs que faisaient les développeurs, quels étaient les problèmes qu'on rencontrait avec ces langages et ces limites-là, et comment on pouvait faire un nouveau langage qui nous offrait autant de souplesse que ce qu'on avait avant, tout en évitant les bugs les plus courants et en nous donnant des solutions pour les problèmes que l'on rencontrait le plus souvent. Et c'est de là que sont sortis ces langages, qui sont des langages très stricts généralement, qui vont forcer le développeur à suivre des bonnes pratiques, mais s'il suit ces bonnes pratiques, en contrepartie, il a des applications qui sont beaucoup plus stables. Et en plus, certains d'entre eux ont d'excellentes performances similaires à ce qu'on pourrait avoir en C++. Donc ce sont des nouveaux langages qui ne sont pas forcément plus simples que le Java ou le C#, mais qui vont gérer beaucoup plus de choses pour nous, encore une fois, et qui vont nous permettre d'avoir des applications de meilleure qualité. En voyant le schéma, on pourrait penser qu'ici on est en train de parler français, c'est pas le cas. Si vous regardez la syntaxe d'une application codée en Swift, en Java, en C++ et en C, vous allez trouver beaucoup de similitudes. Par contre, plus on va monter et moins on a de choses à se préoccuper si on suit ce que le langage nous recommande. Bien entendu, cette évolution n'est absolument pas terminée. Des nouveaux langages, il en sort très souvent et ça va devenir de plus en plus simple pour nous.